Salut les néo-autonomistes. Cécile et Sébastien de la pépinière Septan cumulent à eux deux près d'un demi-siècle de passion pour le végétal et nous partagent de très précieuses informations sur la culture des fruits à coque. Vous connaissez sûrement la culture du noyer, de l'amandier, mais celle du pistachier ou du pacanier est bien moins commune en France. Nous vous présentons ces nouveautés tout de suite sur l'archipel. Cécile, Sébastien et Gus, bonjour. Bonjour. Salut, Brian. Ça fait 6 mois qu'on ne s'est pas vu. Bon ouais, on a pris un peu le rythme deux fois par an, un coup au printemps, un coup à l'automne. C'est vrai que c'est un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Ouais. C'est ça, sauf que la dernière fois, j'avais juste montré quelques images drone. Et là, on a la pépinière qui est terminée. Et je suis très content de vous retrouver. Aujourd'hui, on fête les 4 ans de la chaîne de l'archipel ensemble. Bon anniversaire alors. Bravo. Et vous avez été parmi les premiers intervenants. Il ne va pas faire trop beau, donc ce que je vous invite à faire, c'est je vais vous suivre. Et juste avant de vous suivre et qu'on fasse un petit tour pour aller jusqu'aux arbres que vous allez nous présenter, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi on va parler aujourd'hui ? Eh bien, aujourd'hui, on a décidé de vous parler un petit peu de quelques fruits à coque. Des communs, genre amandier, noyer, et des moins communs, genre pacanier et pistachier. Ça sera peut-être un volet numéro 1 sur les fruits à coque, parce que les fruits à coque, c'est vraiment une grosse famille. Et peut-être on pourra faire, pourquoi pas, un volet numéro 2. Je vais devoir revenir. Oh là là. Mais Voilà. écoute, avec plaisir. On fait découvrir pour les personnes qui n'ont pas pu vous rejoindre cet été la nouvelle pépinière Septan. Voilà, ça y est, là c'est... Du côté d'Albi, à l'Escure d'Albigeois. C'est ça. Vous êtes dans le Tarn maintenant, on vous a récupéré. Ouais. Il y en a qui doivent faire la tronche, mais il y en a qui sont très heureux. Oui. Alors je vous suis parce que j'y suis allé une fois, mais c'est vrai que j'étais plus rivé sur les arbres, mais je ne sais plus du tout où sont les fruits à coque. Ben, les fruits à coque, comme son nom l'indique, c'est les fruits qui sont entourés d'une coque que l'on casse et on mange en général l'amande au sens large qu'il y a à l'intérieur. Donc là j'ai dit oui, les moins communs, pacanier, pistachier, les plus communs, noyer, amandier. Mais voilà, le volet numéro 2, ça pourra être les noisettes, les noisetiers, ça pourra être les pins à pignons, ça pourra être le ginkgo biloba, enfin plein d'autres, voilà, les glands, les chênes à glands doux. Voilà, je pense que c'est un vaste sujet. Je sais que tu t'intéresses un peu à la santé, à la préparation. En général, dans les pacaniers par exemple, qu'est-ce que ça apporte pour le corps et en quoi c'est bon à consommer ? Alors le pacanier, c'est hyper riche en acides gras insaturés. C'est les bons gras, quoi. Voilà. Et ça, c'est vraiment... Et puis après, c'est nourrissant et il y a un tas de minéraux dedans aussi. Donc voilà pourquoi en général les fruits à coque, souvent on en fait aussi de l'huile. Et donc voilà, c'est des bons gras s'ils sont raffinés comme il faut, s'ils ne sont pas raffinés justement, s'ils sont extraits. Ben, de l'huile de pacanier, je ne sais pas si on en fait, mais je crois que oui. Hein. Mais voilà, oui, pourquoi on n'en ferait pas? Parce que oui, c'est vraiment des... En général, les noix de pécan, on les mange comme ça. Et voilà quoi, c'est super bon pour la santé aussi. Et c'est super bon au goût. Avant que tu commences la présentation, juste, Oui. est-ce que le pacanier vient de la même région, si oui d'où, ou est-ce qu'il y a différentes régions? Est-ce qu'on peut commencer par ce genre d'information? On va commencer par ça, allez. Alors donc du coup, les pacaniers qui sont ici sont originaires du nord du Mexique et des États-Unis.
C'est vraiment une très vieille plante. On a retrouvé des fossiles, donc pour dire un peu l'âge de leur présence sur Terre. On a retrouvé des fossiles de pacanier au Texas et au nord du Mexique. Donc c'est vraiment une plante qui est sur Terre depuis un bon bout de temps. Après, elle a été introduite en Espagne vers le XVIe siècle et en France en 1823. Donc quand même, on la connaît depuis un moment. Après, je peux vous parler de la morphologie de l'arbre. Donc c'est un grand arbre. C'est un arbre de parc, ça va faire 15-20 mètres de haut. Donc il faut avoir de la place. Ça a un feuillage caduc, ça perd son feuillage l'hiver. Au niveau du sol, dans son pays d'origine, il pousse au bord des cours d'eau. Donc ça aime bien les sols un peu riches, profonds et surtout beaucoup d'arrosage en été. Voilà, c'est ce qui va lui permettre un peu de pH entre 6 et 7,5. Donc c'est à peu près le pH neutre, le neutre. Ça aime pas trop, effectivement, les sols calcaires, non, ça va poser des problèmes. Souvent les sols calcaires en plus sont plutôt secs et voilà, lui il aime l'humidité. Est-ce que ça pousserait mi-ombre, ombre mi-ombre? Oui, sans problème. Sauf que il y a quand même quelque chose qui est essentiel pour lui. Au niveau du froid, c'est pas un souci. Au niveau du froid, il va résister jusqu'à -20, donc sans problème. Ce qui peut poser problème pour lui, c'est que pour que sa noix arrive à maturité, il faut qu'il fasse des étés bien chauds et surtout des arrière-saisons, des automnes aussi très ensoleillés et pas trop pluvieux. L'été indien un peu. Avec le réchauffement climatique, c'est plutôt tendance. Donc, voilà, ça vaut le coup de tester cette plante, même par ici. Même, je sais que du côté de Nantes, il y en a qui le testent aussi. Ça pousse du côté de Nantes? Ouais. D'accord. Après, voilà, il faut les années. En fait, ce qui va se passer, c'est que les années où l'automne il fera pas assez doux, le fruit, la coque va rester enfermée dans son brou. En fait, je vais déjà expliquer comment se forme le fruit, et du coup, après, vous allez comprendre. Donc, le pacanier, il faut savoir une chose. Donc il est monoïque. Monoïque, fleurs mâles et fleurs femelles sur le même pied, mais à des endroits différents. Les fleurs mâles, ça va être des chatons, groupés par 3 pour le pacanier, c'est ce qui le différencie des autres noyers. Donc des chatons qui vont commencer à être là vers le mois de mars. Et ces chatons se forment sur les branches de l'année précédente. Et pour les fleurs femelles, ce sont carrément des mini noix de pécan, toutes petites, avec au bout une pointe rouge, c'est gros comme une tête d'épingle. La pointe rouge, c'est vraiment l'organe femelle, c'est le pistil. Et elles se forment, ces fleurs femelles, à l'extrémité des tiges de l'année. À quelle période à peu près on peut l'observer? Et donc on peut l'observer en général vers le mois d'avril-mai. D'accord. Alors ce qui se passe, c'est la pollinisation du pacanier est vraiment très particulière. Il y a des histoires de maturité des fleurs femelles et maturité des fleurs mâles. En fait, sur le même pied, les fleurs femelles et les fleurs mâles n'arrivent pas à maturité en même temps. Et donc, on les a classés en 2 groupes, le groupe A et le groupe B. Le groupe A, c'est ce que l'on appelle les protandres. Les protandres, en fait, c'est l'organe mâle qui arrive à maturité avant l'organe femelle. Donc ça, c'est le groupe A. Et les protogynes, c'est l'inverse, c'est l'organe femelle
qui arrivent à maturité avant l'organe mâle, et ça, c'est le groupe B chez les pacaniers. Et donc, l'idée, pour avoir une pollinisation optimale, c'est d'avoir un groupe A et un groupe B au minimum. D'accord. C'est pollinisé essentiellement par le vent, mais un petit peu par les insectes. Alors donc du coup, la période de floraison s'étend du mois de mars au mois de mai, à cause de ces variations de maturité des fleurs. Et donc, les distances à peu près de plantation, c'est à peu près 6 mètres en tous sens, parce que vraiment, ça devient un grand arbre. On peut très bien, en dessous des pacaniers, intercaler par exemple des noisetiers. Ils vont former une touffe, une boule, donc c'est très ramifié, et les noisetiers, ils ont besoin d'un petit peu d'ombre. Les pacaniers vont leur faire de l'ombre et tout ira bien. Voilà un exemple de mariage, oui, voilà, qui peut coïncider. Dis-moi, je vais commencer par la petite question qui fâche. Dans les pépinières, je l'avais déjà vu dans quelques pépinières, je trouve que c'est extrêmement cher, donc je présume que c'est par rapport au fait, et là je vois que c'est cher aussi, et je sais que vous êtes souvent dans les prix sur beaucoup de choses. C'est si compliqué que ça à reproduire? Oui, alors les pacaniers, pour l'instant, on sait, voilà, là pour être clair, ces pacaniers-là, c'est pas nous qui les avons produits. On les a achetés et bien content encore d'en avoir trouvé. On les a achetés pour les revendre. C'est si dur que ça. Même vous, c'est... On ne s'y est pas encore penché dessus parce que jusqu'à présent, on manquait de matières premières. Donc là, maintenant, on a 4 variétés différentes que je vais décrire un petit peu tout à l'heure. Et ces 4 variétés différentes, on va les implanter dans notre futur arboretum là, qu'on va mettre en place cet hiver. Et du coup, on aura de la matière première comme greffon. L'idée, donc, ce sont des plants greffés et on les greffe en général sur des pacaniers de semis. Donc, on sème les noix en général. Quand on récolte les noix, on les laisse, on enlève la peau qu'il y a autour, qu'on appelle le brou. Et on garde l'amande dans sa coquille et on va mettre ça à stratifier tout l'hiver dans du sable un peu humide. On l'oublie dans un pot percé dehors. Un pot percé, sinon quand il pleut, ça se remplit d'eau et du coup la graine pourrisse. Voilà. Okay. Et on les oublie tout l'hiver et on les sème au chaud au mois de mars. Si possible, on casse la coque et on sème juste l'amande. Et là, en général, ça marche assez bien. Après ce semis, il faut compter à peu près 2 ans pour que la plante soit greffable. Et là, on va prélever des greffons et on greffe. Et la greffe, elle n'est pas évidente du tout. C'est Sébastien qui va s'en occuper un peu plus que moi de la greffe. C'est lui qui gère ça un peu plus que moi. Je crois que chez les pacaniers, c'est greffe en plaquage. Au mois d'août, mais on demandera à Sébastien parce que là, moi, voilà. Oui. Et dis-moi, du noyau jusqu'à ce qu'il donne des fruits, si on faisait le cycle, ça dure combien de temps? Bonne question. Ça dure entre 12 et 16 ans avant d'avoir les premiers fruits. Voilà une des importances de la greffe. Voilà. Et quand c'est greffé, déjà, à partir du moment où la greffe a prise, c'est entre 4 et 6 ans. Là, ce sont des pieds qui ont à peu près 2 ans et demi, 3 ans. Ah, donc il faut attendre 3 ans. Donc, peut-être l'année prochaine, il y en aura quelques-uns. On en avait un petit peu au printemps qu'on a vendu, mais sur les quelques variétés qu'on avait au printemps, il y en a 2-3 qui ont fleuri. Donc, elles n'ont pas fructifié parce que elles étaient en pot.
Et donc je pense que voilà, surtout quand il n'y a qu'une fleur femelle, bon, c'est aléatoire. Par contre, ça m'a permis de prendre des belles photos des fleurs mâles et des fleurs femelles que tu vas mettre. Faut que j'y pense. Voilà. Oh, maintenant que tu l'as dit. Je vais y penser, je vais y penser. Dis-moi, est-ce que tu as des histoires à nous raconter, des manières de le consommer? Bon, après, je pense que c'est... Alors, des histoires à raconter, pas énormément sur le pacanier. Donc là, la noix, c'est vrai, on n'en a pas parlé. Elle arrive à maturité vers le mois de septembre-octobre, plutôt octobre, chez nous. Donc, l'idée, donc là, on le voit un petit peu sur cette photo-là. Voilà, on voit des noix de pécan pas mûres, donc enveloppées du brou. Donc c'est son enveloppe qui, quand on le touche et qu'elle est encore verte, si on l'ouvre, on la casse avec les doigts, elle tache. D'accord. C'est comme le brou de noix qui est utilisé comme colorant. Et donc, en fait, quand elle est mûre à l'automne, ce brou va se séparer en 3 ou 4. Il va s'ouvrir et laisser apparaître la coque. La coque, donc c'est un fruit qui est ovale avec une coque très très fine. Et à l'intérieur, le cerneau de noix va représenter au moins 60%. C'est souvent 80% du poids total. Il y a de quoi manger alors. Donc il y a de quoi manger. Elle est vraiment très pleine. Et la coque est vraiment très facile, très fine, donc très facile à casser. Quoi vous dire d'autre? Ça fait un pivot racinaire qui va vraiment en profondeur, d'où les pots très profonds. Ah oui, voilà. Oui. C'est vrai que par rapport à... Je vais montrer alors. À côté, ce sont les pistachiers dont je vais parler tout à l'heure. D'accord. Ah non, c'est vrai que c'est... On le voit. Et donc le fait de les garder comme ça veut dire qu'au moins ça ne fait pas un chignon en bas. C'est ça. D'accord. Voilà. Le chat se frotte en même temps, c'est terrible. Et donc tu parlais des pistachiers, c'est pas du tout, sûrement pas les mêmes zones. Du tout, c'est même le grand écart. Iran, je dirais, pour le pistachier. Exactement. Si je me trompe pas. Ah, j'ai un peu révisé ma copie là. Alors je ne savais pas de quoi on allait parler aujourd'hui. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais je m'étais renseigné là-dessus. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur le... Oui, du coup, avant de passer au pistachier, peut-être dire un petit peu les variétés que l'on a. Donc, il faut mélanger un groupe A et un groupe B. Donc, nous... Tiens, ça me... Vas-y. Je pense à un truc essentiel que je n'ai pas dit. C'est son nom latin. On a parlé de pacanier, de noix de pécan. Et en fait, son nom latin, c'est Carya. Carya, c'est le genre. Il y a à peu près 25 espèces de Carya. Et pour la noix de pécan, son espèce, c'est Ilonensis. Carya ilonensis. Et en Carya, ils sont tous comestibles? En Carya, ils sont tous comestibles, plus ou moins intéressants en fonction de la grosseur de la noix et de la douceur du côté un petit peu sucré ou amer des noix. Mais il y en a aussi une qui est intéressante, c'est Carya ovata, qu'on trouve un peu moins, mais qui fait une noix plutôt ronde et qui est aussi très intéressante gustativement. Là, je fais une petite note. Je sais très bien, les gens, que vous êtes déjà en train de faire des recherches. Quand tu dis des choses comme ça, 27 variétés, je sais déjà, il y en a, ils vont rire parce qu'ils vont se retrouver dedans, qui sont déjà en train de chercher les différentes variétés pour voir ce qu'ils pourraient implanter. Et après, il y a des hybridations aussi. Okay. Par exemple, ce que l'on appelle des ictori, je crois, ictori, c'est un croisement entre Carya ovata et Carya ilonensis. Oui, on peut en plus voilà. Après faire... Donc, bon, il y a aussi à creuser là-dessus, quoi. Là, vous avez 4 variétés? Donc là, on a 4 variétés, 2 du groupe A et 2 du groupe B. Donc, groupe A, c'est Delmas et Pony. Et groupe B, on a Shocktown et Nowak. Est-ce qu'ils ont des particularités? Par exemple, il y en a qui sont plus résistants à la sécheresse? Non, il n'y en a pas de plus résistants que d'autres à la sécheresse. Ils ont tous vraiment ce besoin en eau en été, les étés secs en tous les cas, et au moins à l'implantation
Après, comme ça, un gros pivot racinaire qui va en profondeur, voilà, une fois qu'ils sont enracinés et qu'ils font 10 mètres de haut, l'eau du ciel leur suffit, voilà. D'accord, comme beaucoup d'arbres, sûrement. Comme pas mal d'arbres, hein. Oui, ouais. Après, ces 4 variétés-là, c'est vrai que les 4 variétés, les noix sont de gros calibre et elles sont toutes intéressantes au niveau gustatif. Elles sont toutes très parfumées. D'accord, c'est une belle présentation. C'est vrai que les pacaniers, on n'en trouvait pas beaucoup en France, mais là, depuis 5 ans... On commence à en trouver un peu, un petit peu, et je suis content que vous en ayez. Vous en aviez qu'un, je crois, ou 2 l'an dernier. On devait en avoir 2, puisque ça marche par 2. Eh oui. Mais bon, c'est vrai que voilà, on va maintenant enfin pouvoir être autonome. Alors pas l'année prochaine, parce qu'on serait autonome en greffon, oui, puisqu'on va en planter. Mais après, il faut qu'on ait fait du semis. Donc pour ça, il nous faut des noix fraîches. Et voilà, et quand on aura des noix fraîches, qu'on fera nos propres semis, du coup, on pourra faire nos propres greffes. Alors, le souhaite. Ah non, mais non. À bout de 16 ans, non. Non. Ouais, c'est une belle présentation. Tu veux qu'on passe au pistachier? Allez, on y est, on passe au pistachier. Allez. Alors, pistachier... Alors, pistachier, ils sont là. Je triche tout de suite, c'est dioïque. Exactement. Origine, en tout cas en Iran, il y en a. En Iran, il y en a, mais le premier producteur mondial, c'est la Turquie. Après vient l'Iran, la Syrie et les États-Unis. Donc c'est vraiment quelque chose qui doit résister à la sécheresse. Ça résiste énormément à la sécheresse. Donc vraiment, le pistachier, donc son nom c'est pistachier Vera, Vera vrai. Parce qu'on trouve aussi communément dans la garrigue, donc qui aime aussi le sec, on trouve communément le pistachier térébenthe et le pistachier lentisque. Ils sont tous bons? Alors, le pistachier lentisque, il va être comestible, mais il fait des baies minuscules. C'est gros comme une lentille. Alors, donc, voilà, bon... Rien à voir avec une pistache. Hein. C'est ça. Et le pistachier lentisque qui va garder son feuillage en hiver. Le pistachier Vera et le pistachier térébenthe, ils vont le perdre, le feuillage en hiver. Souvent, on greffe le pistachier Vera sur du pistachier térébenthe, mais on peut greffer aussi sur du Vera. Parce que le térébenthe, il perd aussi son feuillage en hiver et donc on a vraiment le même mode de fonctionnement. Oui, parce que si tu fais un qui ne perd pas, s'il n'a pas ce repos hivernal, il va être fatigué au bout d'un moment. Oui, voilà. Très bonne information, comme toutes les autres. Mais... Après, chez le pistachier, puisqu'on est en train de parler de greffe, chez le pistachier, c'est pareil, c'est assez cher. Parce que la greffe, c'est vraiment une vraie catastrophe pour la réussite. En fait, le pistachier, dans l'écorce, il a une espèce de résine et un composé phénolique. Les composés phénoliques, c'est c'est un composé chimique aromatique. Et du coup, ça fait une espèce de résidus quand on greffe qui empêche de souder comme il faut. Et donc, on a énormément de pourcentage de pertes. D'accord, ce qui justifie donc les prix. Voilà. Après, toutes les formes de greffe sont possibles avec le pistachier, ce qui n'est pas le cas pour le pacanier. On peut greffer un écusson à œil poussant en juin, un écusson à œil dormant au mois d'août-septembre ou à l'anglaise au mois de mars. Donc voilà, bon, tout est possible. On peut même imaginer n'avoir qu'un seul pied et on grefferait une branche du sexe opposé sur le même pied, par exemple pour les petits jardins. C'est jouable. Excellent. Après, il y a une précision quand même, c'est que les pieds mâles sont beaucoup plus vigoureux que les pieds femelles.
Donc l'idée, c'est de ne pas aller greffer une branche femelle sur un pied mâle, parce que comme il est vigoureux, lui, il va envoyer la sauce, il va pousser beaucoup plus et la femelle, elle ne pourra pas s'exprimer. Donc, on prend un pied femelle qui est moins poussant et dessus, on va aller greffer une branche mâle. Voilà. J'avais une question. Ouais, vas-y. Est-ce que ça a besoin de beaucoup d'eau? Je présume que... Oui, voilà. Ah. Alors, je vais revenir là sur... Oui, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Mais... Voilà, du coup, on est passé un petit peu direct à la multiplication. Mais ces conditions de culture, c'est quoi? Alors, contrairement au pacanier qui a besoin d'énormément d'eau, le pistachier, c'est une plante hyper résistante au sec. Une fois qu'elle est installée, attention, toutes les plantes méditerranéennes et qui résistent au sec, à l'implantation, parce qu'elles font aussi un énorme pivot racinaire, elles ont besoin d'aide au démarrage pour aller s'implanter en profondeur. Et après, voilà, l'eau du ciel leur suffit. C'est une plante qui va aimer les sols pierreux, caillouteux, pauvres, ça va faire plaisir à du monde, ça. Et calcaire. Si on la met en sol argileux ou en sol trop acide, en sol argileux, ça ne marchera pas, il va y avoir de l'asphyxie racinaire et il y a de fortes chances pour que ça ne prenne pas. Ou alors il faudrait vraiment qu'il y ait une sacrée pente et amener beaucoup d'humus à cette terre argileuse pour la rendre un peu plus légère. Et après aussi y amener un peu de calcaire. Puisqu'on parle de ça, je vais donner une petite astuce pour des gens qui ont planté un pistachier dans un sol qui est un petit peu acide, ou on va dire pas assez calcaire, ou terre argileuse dans une pente. L'idée, c'est de faire un petit badigeon qu'on mettra sur le tronc et les branchages en hiver, quand ça a perdu son feuillage. Et donc ce badigeon, il va se composer de une part de chaux éteinte, une part de lithotame qui est une algue rouge qui fait comme des concrétions calcaires, et une part d'argile. Pour lier le tout, on met un peu de savon noir, un peu d'eau, et on fait une pâte bien épaisse, un badigeon bien épais, et on va badigeonner comme ça, voilà, le tronc et les branches. Et l'idée, c'est que l'argile, petit à petit, au cours de l'hiver, avec les pluies, elle va se déliter. Et qu'est-ce qui va se passer? La chaux et le lithotame, qui lui aussi est enrichi en calcaire, vont se déposer petit à petit au sol et ça va amener un petit peu de calcaire au pied de la plante. Et cerise sur le gâteau, ce badigeon sur le tronc, il aura aussi étouffé les parasites potentiels qu'il pouvait y avoir dans l'écorce au stade hivernal. Comme lesquels? Comme, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme parasites sur le pistachier? Les maladies qu'on pourrait trouver, oui. Eh ben, c'est pas tellement les maladies, c'est plus les parasites. Bon, il peut y avoir des petites larves de cochenille. Je ne sais pas s'il y a du carpeau. Ouais, c'est ce à quoi j'étais en train de penser. Est-ce qu'il y a du carpeau ou pas? Je ne sais pas. Ouais. J'ai deux questions. Juste pour le pacanier, bon, j'ai filmé l'étiquette, les gens l'ont vu. La rusticité et moins pareil, 20. Moins 20. Ouais. Et là, je le vois, je triche un peu pour le pistachier aussi. Et sur le pistachier, j'ai marqué moins 20. Ouais, moins 20 pour le mâle et moins 15 pour les femelles. C'est bon, j'ai plutôt envie de dire moins 15 pour tous les deux. Oui. Et vraiment, son impératif, le pistachier, c'est plein soleil. Donc, c'est une plante à tenter, mais plutôt dans le sud. Voilà. Alors, le pistachier plein soleil, il va perdre son feuillage en hiver, il demande un sol drainant et calcaire et pauvre. Donc, bon, si c'est un peu enrichi, tant mieux, mais bon, il s'adapte d'un sol pauvre. Les pistaches, au bout de combien de temps on peut les avoir en partant et de la pistache et quand c'est greffé? Alors, les pistaches, en partant de la pistache, c'est idem le pacanier.
hein, c'est entre 12 et 15 ans. Et quand c'est greffé, c'est plutôt 3-4 ans par rapport au pacanier. Alors, maintenant, il faut que je vous parle donc de la pollinisation, de la fleur, tout ça. Donc, on a dit dioïque, il y a des pieds mâles et des pieds femelles. Donc, les variétés les plus communes qu'on trouve là, pour l'instant, en France, c'est la variété Kerman pour la femelle et Peters ou des ressemblances de... Pas ressemblances, c'est pas le bon mot. Des clones un peu de... Enfin, des choses... des mâles qui se rapprochent de Peters, qu'on commence à trouver aussi, qui pollinisent très bien Kerman. Justement, ceux qui donnent les espèces de lentilles, est-ce qu'ils peuvent polliniser les femelles qui donnent des bonnes pistaches? Exactement, j'allais y venir. Donc, le pistachier, super question, le pistachier térébenthe mâle peut polliniser les pistachiers femelles. Après, comment... Parce que là, pour l'instant, quand on achète un pistachier térébenthe, les 3/4 du temps, ils ne sont pas sexés. Mais jamais ils sont sexés, même, j'ai envie de dire. Jamais. Parce qu'on le vend pour l'ornement. J'en ai vu en jardinerie. J'en ai acheté, je ne pourrais pas dire si c'est mâle ou femelle pour l'instant. Mais par contre, c'est vrai que c'était moins cher parce que dès qu'on perd le sexe, quand on ne sait pas, c'est ce qu'on m'avait raconté au truc à Saint-Jean-du-Gard. Une personne qui m'avait vendu un pistachier 10 €. Je lui dis mais pourquoi? Elle me fait mais parce que je ne peux pas vous dire. Si c'est mâle ou femelle, c'est du semis, ouais, voilà. Ben, c'est vrai que voilà, nous aussi, dès qu'on va avoir de la graine fraîche, on va aussi proposer du semis parce qu'il y en a qui veulent reboiser et puis finalement, bon ben, ça peut être pas mal. Et qu'est-ce que... Pardon, excuse-moi, on reprend. Le sexe du térébenthe, justement. Donc le sexe du térébenthe, eh ben, à Montauban, on avait plusieurs térébenthes au jardin. Et du coup, on a identifié, ils étaient matures, on a identifié les pieds mâles et les pieds femelles. Donc là, on espère bien aller pouvoir récupérer de quoi faire de la bouture. Et voilà, peut-être l'année prochaine ou l'année d'après, proposer des térébenthes sexés de chez nous. Et donc le térébenthe sera beaucoup moins cher que un pied greffé de pistachier Vera. Après, pour l'instant, on n'a pas d'autre choix, voilà, sauf si les gens en ont chez eux et qu'ils ont réussi à déterminer qu'ils sont en âge de fleurir et qu'ils ont réussi à déterminer le sexe. Pour l'instant, on n'a pas d'autre choix que de prendre un pied mâle et un pied femelle. Comment on reconnaît donc les fleurs? Les fleurs mâles, c'est des petits épis. Et comment on les différencie des fleurs femelles? Parce qu'en fait, ça ne ressemble pas à une fleur à proprement dit, exactement comme le pacanier. Et voilà, les deux vont faire des grappes. La grappe mâle, quand on arrive sur le plan et qu'on voit une grappe, la grappe mâle, elle est vraiment blindée de fleurs très très serrées. Et en fait, pour les fleurs mâles, ces fleurs, elles se résument à 5 étamines rouges. Voilà. L'étamine, rappelle aux gens. L'étamine, c'est l'organe mâle qui va distribuer le pollen. Voilà. Et pour les fleurs femelles, c'est aussi des grappes, mais ces grappes sont beaucoup plus lâches. Il y a beaucoup moins de fleurs dessus. Et pour les fleurs femelles, ça se résume à une espèce de petite sphère avec au milieu le pistil, qui est l'organe femelle, qui est dressé avec au bout 3 stigmates. Et les stigmates, voilà, c'est vraiment l'organe sur lequel vient se coller le pollen. Pour ceux qui en ont, ils sauront reconnaître grâce à ces infos. C'est chouette. Et du coup, puisque les fleurs femelles sont en grappe, les pistaches, elles se ramassent en grappe aussi, elles se forment en grappe. Donc la floraison du pistachier, c'est au mois d'avril, et la récolte, c'est septembre-octobre, au moment où la coque de la pistache s'entrouvre légèrement et laisse apparaître la pistache à l'intérieur.
Par rapport à un pacanier, excuse-moi, là, je viens de voir 3 mètres, il faut préciser aux gens, beaucoup plus petit alors. Beaucoup plus petit, entre 3 et 5 mètres, le pistachier, et ça fait un arbre qui a un port assez arrondi, un port assez parasol, c'est un très bel arbre. Les feuillages sont aussi, tu peux peut-être filmer un peu là. Je vais essayer, alors les zooms c'est toujours plus complexe sur... Donc les feuillages sont composés, alors des fois il y a 5 feuilles, comme là, des fois il y en a 3, des fois il y en a une seule, est-ce que j'en vois là J'en vois 4. Bah, là il y en a 2. Alors attends, Hop. Ouais. C'est vraiment c'est vraiment très variable le feuillage. Voilà, il est pas. Ça peut aller jusqu'à 7 feuilles composées, 7 folioles plus exactement, parce que la feuille c'est la composition de tout et les folioles c'est les petites parties. Voilà. Et est-ce qu'il faut les griller pour les consommer? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu? Ouais. Alors du coup, quand on ramasse la pistache, on peut la consommer fraîche, ou alors sèche, ou les faire griller. Ou alors les utiliser aussi en pâtisserie. On trouve des glaces à la pistache, hein, c'est commun. Oui, il y a des amateurs. On faire des crèmes. Alors si on les mange fraîches, sèches, grillées, on s'en fout, je vais dire, de la petite peau qui va recouvrir la pistache. C'est une petite peau qui est un petit peu vert violacé. Comestible, elle a un intérêt? Comestible. Ok. Par contre, quand on fait des pâtisseries, l'idéal c'est de l'enlever. Il y a une petite astuce pour l'enlever. On trempe dans l'eau frémissante les pistaches pendant 2 minutes et on les refroidit à l'eau glacée immédiatement après. Là, elle pète. Et là, la peau s'en... Alors, c'est pas pour la coque, hein. Non, c'est pour la peau qui entoure la pistache, qui entoure l'amande. On peut dire le péricarpe? On peut l'appeler comme ça? Je reprends des mots que j'ai appris ici. Mais... Je sais pas. Non, parce que le péricarpe, c'est l'enveloppe d'une graine. Non, mais je pense pas. Peut-être, hein, je bon, sais pas. Si les gens savent en commentaire, qu'ils n'hésitent pas. Exactement. J'ai toujours une ou deux questions pièges. Hein. Ouais. Tant mieux. Ben, ça fait évoluer. Bien. Et oh oui, totalement. Et là, c'était sur la consommation. Ouais. Et quoi dire d'autre? Niveau santé, je sais pas si tu... Niveau santé, je sais pas. Bon, je sais pas grand-chose dessus. Je peux dire que dans le monde, on en produit énormément. C'est entre 400 000 et 500 000 tonnes par an dans le monde. Essentiellement sur les pays cités, tu disais sur la Turquie essentiellement, l'Iran, Syrie et États-Unis quand même. Et ah oui, voilà ce que je voulais dire, c'est qu'il existe un conservatoire de la pistache en France, à La Ciotat, entre Marseille et Toulon, à côté de Toulon. Ça touche Toulon. Voilà. Génial. Et donc, nous, voilà, c'est notre objectif, aller le visiter là cet hiver, si on peut. Récupérer des... Non, bon, au moins pour voir les variétés. Si on peut rencontrer les personnes, ce serait intéressant. Et puis on en profitera pour faire un tour sur Porquerolles, qui est très très joli, avec un très gros conservatoire de fruitiers aussi sur Porquerolles. C'est vrai. Bon, les gens, ça tient qu'à vous. Si ça vous plaît ce sujet, il faudra que j'y aille aussi. Peut-être, hein, peut-être. Ah, merci pour l'info. Nous, on va essayer d'y aller en tous les cas, peut-être courant octobre, si on veut manger des pistaches, si on veut les goûter, les voir, les photographier. Partir sur 2 jours, quoi. Génial. Un jour, une nuit. Voilà, c'est ce qu'on aime bien faire aussi dans ce boulot. Ça nous amène toujours à quelques petits voyages, même si là, on ne peut pas aller bien loin court, mais bon, à cause de ce fichu Covid. Je n'avais jamais ôté mon chapeau devant personne. Maintenant je rampe et je fais le beau quand personne. J'étais chien méchant, elle me fait manger dans sa menante. J'avais des dents doux, je les ai changées pour des quenottes. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la couche.
Bon, on va passer à Seb, mais Cécile, un dernier truc sur le pistachier, tu voulais dire? Oui, je voulais dire un dernier truc sur le pistachier qui est important, c'est que le pistachier a une forte tendance à l'alternance. Ça veut dire qu'une année, il va donner beaucoup et l'année d'après, presque pas. D'accord. Et là-dessus, j'avais une petite anecdote, c'est qu'il pousse un pistachier sur les pentes de l'Etna, qu'on appelle napolitaine ou Bronté, je crois. Oui, c'est ça. C'est de la commune, parce que la commune s'appelle Bronté. Et ces pistachiers, elles ont une renommée. Ces pistaches, elles ont une renommée vraiment Internationale. peut-être pas internationale, mais peut-être. Si, on en parle ici. Et en tous les cas, ces pistaches, elles Marque sont internationale. ramassées tous les 2 ans. À cause de l'alternance. Voilà. Et on n'en trouve que tous les 2 ans. Ah, mais c'est bien qu'on ait enregistré ça. C'était Ok, ça. génial. À Donc, toi, l'Etna en Sébastien. Chouette. Seb, Bon, Elle a assuré Cécile, hein. elle Là, a t'as une assuré, pression. ouais, elle me met la pression parce que moi, sur le côté cours magistral, je suis vraiment assez mauvais. Ça me rappelle un peu l'école, donc j'étais plutôt près du radiateur au fond. Eh ben, on fera un ping-pong alors. Mais Vas-y, je te... voilà, on fera un peu un ping-pong, Cécile, éventuellement. c'est Voilà, pour me guider un peu sur un déroulé, parce que moi, je suis vraiment. Elle te fera des signaux. Tu me feras des petits signaux, parce que je pars toujours un peu tout azimut. Donc, qu'est-ce que tu veux nous présenter, Seb? donc toujours dans les fruits à coque, les amandiers. Les amandiers, c'est vraiment intéressant parce que ça se conserve déjà très très longtemps. Et c'est beau et bourré d'énergie et c'est vraiment intéressant pour déjà en professionnel mais aussi en verger particulier. Donc l'origine des amandiers, c'est toujours pareil, c'est le Moyen-Orient, c'est les pauvres qui ramassent en ce moment, c'est le Pakistan, c'est l'Afghanistan, le Pakistan, l'Iran, etc. C'est là d'où viennent les amandiers, j'allais dire les pistachiers. Non, mais genre les industries, elles se servent directement là-bas. Non, non, pas du tout, pas du tout. Maintenant, le plus gros producteur sont les États-Unis, qui sont arrivés à un rendement qui est complètement démentiel, qui est c'est en Californie, 2,5 tonnes hectare. Ce qui pose d'ailleurs des gros problèmes parce qu'ils tapent dans les nappes phréatiques, ils les arrosent énormément et donc ils sont en train de poser des problèmes au niveau de l'arrosage. Ça, c'est le premier problème. On prend le truc à l'envers, mais tant mieux, c'est pas grave. J'avais prévu de parler de l'histoire, mais donc c'est le plus gros producteur mondial. Et malheureusement, ça a mis un petit peu à mal les recherches de l'INRA qui ont été faites dans les années 70, parce que là, en France, on avait beaucoup travaillé sur les amandes, justement, pour développer cette filière en France. Et eux, ils ont complètement cassé, c'est l'économie, hein. Ils sont beaucoup moins chers, ils ont des rendements pas possibles. Tout ça pour te citer, pour te donner un ordre d'idée, les États-Unis, c'est 2,5 tonnes hectare sur les amandiers, donc plus gros producteur mondial, suivi de l'Espagne à 400 kilos hectare. Voilà. Ah oui, d'accord. C'est Voilà. un peu comme leurs vaches là, qui font 800 kilos, Voilà. on dirait des bodybuilders. Voilà. Ouais. Donc il y avait deux personnes de l'INRA dans le midi de la France, je ne sais pas exactement lequel, donc c'est Charles Grasselin qui avait bossé sur les variétés d'amandiers. D'ailleurs c'est lui qui a hybridé la fameuse Lorane. Lorane, c'est une variété qui date des années 80, qui est complètement auto-fertile, à floraison tardive, qu'on commence à planter un peu dans le sud-ouest et dans le tout sud de la France. Pour quelle raison? Elle fleurit très très tard, elle est complètement auto-fertile, il n'y a pas d'alternance, elle s'ancre bien dans le sol. On parlera un peu des porte-greffes aussi. Vendu. Tiens, ah non mais direct, non mais tu me dis ça, non, je mais repars avec tout à l'heure, tu m'as parlé rapidement de mandaline. Mandaline aussi, c'est très intéressant, tu vois. Et tu as un pied chez toi. Et je te dis, tiens, ça, je te récupérais bien quelques greffons parce que voilà, Lorane et mandaline, c'est des variétés qu'on va développer, qu'on trouve vraiment très, très intéressantes. En tout cas, pour le particulier, aussi pour la personne qui veut qu'un amandier chez lui. Voilà. C'est une coque de taille moyenne, mais bon, c'est vraiment très très bien. Donc tout ça pour dire, voilà, donc on était sur les pays producteurs, donc États-Unis très loin en tête, qui caracole en tête avec les inconvénients, parce que les inconvénients que ça entraîne, justement, du coup la production française, l'INRA s'est un peu désintéressée par la force des choses, parce que du coup il n'y avait plus la filière, il n'y avait plus le business, hein, parce que malgré tout, on est dans des économies de marché, donc on est bien obligé d'en tenir compte. Après c'est l'Espagne, tu me disais? Après c'est l'Espagne, après c'est l'Iran. Et après, c'est l'Italie. Et la France, on n'est plus du tout dedans. Dans les choux. Comme sur beaucoup de choses, malheureusement. Dans les choux, après, on replante un petit peu. On commence à replanter dans l'Aude, dans le midi de la France, avec ces variétés, un peu ces nouvelles variétés. Donc la sélection elle a été faite
par Charles Grasselin, puis il y a quelqu'un qui a pris le relais, là, son nom ne vient pas, mais bon, c'est pas très important. Donc ce gars-là, il a quand même trouvé la variété Ferragnès, qui est une super variété, coque bien pleine, floraison tardive, Ferraduel et Lorane. Voilà, qui est de 1978, donc c'est 3 super variétés. Seul Lorane est auto-fertile. Les autres fonctionnent en pollinisation croisée, un petit peu comme des Féjoa ou des choses comme ça. Pécans, voilà, ils sont incompatibles avec leur auto-incompatibles. D'accord. Dans la majorité des cas. Il y a également la variété Princesse, qui est une vieille variété qu'on appelle amande pistache aussi, qui se casse à la main. Voilà, qui peut se casser à la main, donc qui est très bien pour la consommation. Ah, mais c'est ça. Ouais. Alors, moi, j'en ai laissé, là, je viens de les récolter. On m'a dit, mais c'est un peu tard, tu aurais pu les récolter encore avant. Ouais, on peut, mais bon, non, septembre, octobre, c'est pas mal. Et il y en a, juste d'enlever, parce que je voyais, elles commençaient à s'ouvrir, Ouais. et rien que de les enlever, j'avais directement accès au noyau. Voilà, donc... alors il y a les coques tendres, dans les amandes, il y a les coques tendres, coques semi-tendres et coques dures. Voilà. Princesse, c'est vraiment une coque tendre, et pour donner l'appellation coque tendre, il faut qu'on puisse la casser avec la main. Bon, ça c'est génial dans le meilleur des mondes, sauf que les coques tendres, malgré tout, elles sont beaucoup plus attaquées par les pies, les corbeaux, etc. Donc voilà, c'est bien, mais attention. Donc Princesse est partiellement auto-fertile. Donc ça a été ramené via le Moyen-Orient aux alentours du IIIe siècle par les Grecs. Après, ça a essaimé sur le bassin méditerranéen et ça a été ramené en Gaule, donc à l'époque, par les Romains. Et pour le côté historique, c'est Charlemagne, j'ai lu ça dans un bouquin il y a quelque temps, qui a fait diffuser un petit peu les variétés. Voilà. D'accord. Est-ce que tu en as d'autres? Parce que je sais que moi j'en ai acheté une chez vous. Oui. Je pourrais te la laisser avec grand plaisir en parler si tu en as encore, parce que peut-être c'est la Texas. Ouais. Et alors pourquoi j'en parle, c'est que j'ai 2 arbres qui sont des monstres. Et il y a le Texas que j'ai acheté chez vous et qui a plus de 3 mètres. Il a pris 1 mètre en 1 an. Texas, c'est une variété à coque semi-dure qui est assez poussante, qui est assez facile à cultiver, qui est pollinisée par Ferragnès, Ail, Ferraduel. Donc elle est que partiellement auto-fertile. Elle peut être aussi pollinisée par Lorane. Et oui, c'est une bonne variété. C'est une bonne variété qui est intéressante. Et elle est très bonne. Et elle est très bonne. J'ai eu la chance d'en goûter. Elle est très bonne. Voilà, avec des goûts vraiment. Alors suivant les amandes, on a des variétés plus ou moins sucrées, voilà, avec des taux de sucre un petit peu différents, des parfums un petit peu différents. Alors là, je vais demander, il y a Cécile derrière, peut-être qu'elle saura. Qu'est-ce que tu conseilles comme amandier si les gens veulent faire du lait d'amande, et qu'est-ce que tu conseilles comme amandier si les gens veulent faire de l'huile? Oui, oh, tu me poses Cécile, un peu... elle fait une drôle de main. Je sais Oh, pas. punaise. Je mettrai tout dans l'extracteur. Ouais, on peut. Ail, c'est une bonne variété. C'est vraiment une bonne variété qui est très intéressante. Qui fait. Alors au niveau de l'amande, on utilise assez peu l'huile, mais c'est une très bonne huile qu'on pourrait beaucoup utiliser en cuisine, qu'on fait très peu. Bon, bien sûr, elle est assez chère. On l'utilise en cosmétique, hein. Ouais. L'huile d'amande douce. On l'utilise en cosmétique aussi. Alors c'est quoi une amande douce, justement? Peut-être. Est-ce que oui, c'est une alors, appellation ou... Alors ça c'est intéressant. Bon, je vais venir un peu, je prends le truc dans le désordre, mais bon voilà, Non, ça mais c'est du. tu sais qu'on adore, Si, garde-le, parce qu'il y a des trucs que je vais oublier. Parce que voilà, donc on va arriver à la multiplication. Du coup, je passe du coq à l'âne, mais bon, vous avez l'habitude, et moi aussi finalement. Mais ça plaît aux gens. Donc l'amande, elle peut se multiplier par semis, voilà, ou en général par greffe. Il y a une variété espagnole qui s'appelle Marcona qui peut se faire par bouture. Donc ça peut être éventuellement intéressant. Mais par semis, il va sortir on le met à stratifier en hiver, c'est assez facile, dans du sable humide. On met une petite grille dessus pour éviter que les rongeurs le mangent, etc. Et au printemps, ça germe. Sauf que, d'ailleurs, pendant très longtemps, on a multiplié les amandes comme ça. Ça a un petit problème. Bon, on ne sait pas exactement, on ne garde pas la même variété, ça c'est pas forcément très grave. Mais dans le lot, enfin c'est pas, Cécile elle me fait, oui, enfin c'est grave pour des professionnels, mais pour un amateur, si l'amande elle est un peu différente du pied mère, c'est pas forcément. On va arriver à ce que tu vas dire. Donc voilà, on va arriver. Ce qui est grave, ce qui est embêtant, c'est que sur la quantité d'amandes stratifiées, donc issues de semis, il va sortir à peu près 10-15% d'amandes amères. Alors l'amande amère, ça peut être utilisé, on fait le sirop d'orgeat avec, mais il y a un acide dedans qui est vraiment dangereux pour la santé. Donc elles sont
alors je vais mal m'exprimer, mais elles sont tamponnées. Enfin, on enlève cette espèce d'acidité pour pouvoir le consommer. Donc les amandes douces, ce sont les 85% autres, d'accord, qui n'ont pas cette acidité. Voilà. Ah, c'est génial comme. Je pensais qu'il y avait beaucoup plus d'amer qui sortait. Non, c'est à peu près 10-15%. Okay. Et alors, on va juste, parce que les gens aiment bien dès le début ce genre d'infos, Oui. est-ce que tu peux nous parler de la rusticité? Oui, si complètement. c'est persistant. Et Ouais. je vais peut-être dire une bêtise, mais il me semble que l'on peut greffer les amandiers sur du mirobolant, du prunier. Est-ce que je dis une bêtise? Non, pas du tout. Très intéressant. On le greffe, donc l'amandier, sur Prunus amagde, je ne sais pas, c'est le nom latin. Cécile, à l'aide, le nom latin on le greffe, du bon, mirobolant. bref, en résumé, on le greffe sur amandier. Oui, non, on le greffe sur amandier. On le greffe sur amandier pour les gens qui le mettent, comme on utilise l'amandier, sur des terrains comme le pistachier, disait Cécile tout à l'heure, sec, caillouteux, pauvre, etc. L'amandier supporte absolument pas les terres argileux, lourds et asphyxiants. Il crève. Ah ouais. Sauf, Tu vois que je fais une drôle de tête parce que moi c'est très argileux à l'archipel. Ouais. Ils sont très heureux. sauf, s'ils sont greffés sur, on en revient à ton prunier mirobolant, on peut très bien, c'est la même famille, on peut le greffer sur prunier, et à ce moment-là, soit prunier mirobolant, soit prunier Saint-Julien, INRA, voilà, et grâce à ça, ils vont supporter les sols lourds. D'accord. Et alors, il y a une hybridation qui a été faite, qui est vraiment très très bien, on greffe d'ailleurs les pêchers dessus aussi, mais les amandiers, c'est le fameux GF 677, qui est un hybride. 600. GF 677, c'est un hybride entre un pêcher et un amandier. Ok. Voilà, donc ça c'est très très bien, ça a pris les caractéristiques de l'amandier et du pêcher, et ça peut supporter un peu plus l'asphyxie, et ça fait surtout des amandiers, et même des pruniers et des pêchers qui sont bien vigoureux. Donc c'est un porte-œuf qui est intéressant. Et ça part sur combien de mètres quand tu dis ça, ce genre de porte-œuf? Ça peut faire un amandier qui va monter à 5-6 mètres sans problème. Hein. D'accord. Ouais. Donc Et puis c'est surtout, ça accélère un peu la mise à fruit aussi. Ça accélère un peu la mise à fruit. Et puis ça fait vraiment des ancrages très importants. Et surtout si vous êtes sur des sols un petit peu lourds, donc c'est prunier ou GF 677, c'est très très bien. Voilà. Génial. Après, sinon, on greffe sur amandier issu de semis. Ah, un petit complément d'information. On greffe plutôt sur de l'amande amère. Donc, si vous avez de l'amande amère qui sort dans le paquet, enfin voilà, on greffe plutôt sur de l'amande amère parce que l'amande amère est plus vigoureuse que l'amandier doux. Tu parlais des 15% quand on. Ouais. Donc c'est pas si mauvais que ça alors d'avoir ce. Ça peut être intéressant en porte-greffe. Génial. Voilà. Ah mais là, Ouais. j'adore ces infos. Après, ce sont des floraisons très très tôt au printemps. Donc, c'est des floraisons février-mars, blanc rosé, très très nectarifères, très mellifères, très intéressant pour les abeilles en sortie d'hiver, du coup. Et toutes les sélections sont faites en France par le fameux Charles Grasselin et son successeur, donc j'oublie encore le nom, mais je l'ai nommé, c'est pas très important. Les sélections sont faites sur des variétés à floraison tardive pour la France. Eh oui. Donc Aïe, Ferragnès, Ferraduel, Lorane, voilà, plus quelques autres. Ça, c'est des variétés à floraison tardive, donc c'est vraiment très très intéressant sur le territoire français, quoi. Voilà, à part si vous êtes sur la Côte d'Azur, auquel cas c'est Henri Duval. Henri Duval, c'est son oui, quand même successeur. qu'on puisse Voilà. le citer. Je dis ça surtout s'il aussi, reprend, bravo. voilà, parce merci, qu'ils ont fait un livre, je crois, tous les deux, en coédition, sur vraiment que sur l'amande, et c'est vraiment un livre de très bonne qualité. Intéressant. Voilà. Des gens très très pointus. Mais bon, voilà, comme je disais, l'INRA a un petit peu serré les budgets, ce qu'on peut comprendre, hein, quand les États-Unis sont arrivés en force sur le marché. Bon, bah, là ça, au niveau professionnel, ça a menuisé un peu le truc. Donc il y a toujours une notion de rentabilité à avoir. Malheureusement, je ne sais pas, mais bon, un minimum. Et donc, du coup, en France, on a un petit peu calmé les investissements sur les variétés d'amandiers. Mais bon, l'Orane est très très bien. Celle que tu as là, c'est pas mandaline, ça c'est intéressant aussi. Mais j'adore les amandiers donc, et les amandes, donc Ouais, je puis pense que ça mais pousse là, il y en a un dans qui des n'est pas là. Ça pousse sans entretien, vraiment, avec très très peu d'entretien. Je Et conseille aux débutants. ouais, aussi. Et puis avec les étés secs qu'on traverse en général, ça n'a pas été trop le cas cette année, mais voilà, il demande un peu d'entretien, comme le pistachier, une fois que ça a été arrosé la première année. Quand même. À savoir, je reviens un petit peu aux États-Unis, mis à part qu'ils pompent dans les nappes phréatiques comme des cochons, hein, et ça c'est en train de poser des problèmes, ils apportent énormément de ruches. Je ne sais pas si c'est pas en Californie 1 million de ruches qui transitent
dans les vergers qu'ils importent pour polliniser les amandiers, qui sont également irrigués à gogo, etc. Donc c'est sûr que les rendements sont complètement fous, mais il faut voir un peu derrière toute la logistique et les problèmes que ça entraîne. Et Voilà. est-ce que c'est au détriment de la qualité du fruit? Ouais. Vous Ouais. pensez, Oui, parce oui. que Oui. là c'est Alors, c'est hors norme, quoi. c'est comme tout, c'est comme un pommier. Si tu l'arroses un petit peu, ta pomme elle sera meilleure. Si tu l'arroses trop, c'est pas bon, c'est plus bon. C'est la même chose pour l'amande. Deux, trois petits coups d'arrosage l'été, ta amande elle sera un petit peu plus pleine. Si c'est gavé d'eau, ça fait du gros calibre, mais bon, derrière, on perd en qualité et en goût. Hein. Voilà. D'accord, c'est bon. Ouais. C'est bon, Le trop et le peu gâtent le jeu. Est-ce que C'est un tu copain as qui me disait d'autres choses à nous dire à ce sujet? À ce sujet, oui, non. Parce qu'on recule, on va par là-bas, il me semble que tu as des choses à nous montrer, noyer ou des... Non? Ouais, Je sais pas. Ah, alors, allez. on peut partir. Ah non, mais très belle. Non, mais c'est vrai que c'est les amandiers. Je le dis, c'est vraiment les arbres sur lesquels je galère le moins et ils poussent. Ouais, c'est facile. Alors on va pas parler alors ce qui est assez marrant, c'est que je me fais toujours une liste avec, alors je parle de la floraison, de la pollinisation, puis quand ça part, c'est badaboum. Donc ça part dans tous les sens. C'est vraiment pour ça, avec Cécile, on est vraiment à l'opposé. C'est que moi j'ai besoin qu'il y ait quelqu'un qui me fasse un peu le fil conducteur, qui me parle. Donc moi ça me va très bien, Brian. Peux-tu nous parler déjà de la rusticité des noyers? Je pense qu'en France on en voit beaucoup. Donc, Alors il y a quatre gros types de noyers. Voilà, il y a le noyer commun qu'on connaît, il y a le noyer noir et il y a un noyer dont j'ai pas tout à fait. Il y en a deux autres. Il y en a un qui est originaire des États-Unis et un du Japon. Ça, on va laisser tomber. On va parler du noyer commun et un petit peu du noyer noir d'Amérique, qui sert également de porte-greffe au noyer commun. pour quelle raison alors? Pour quelle raison? Il accélère la mise à fruit. Voilà. Alors on peut greffer bien sûr sur notre bon noyer commun. Hein. Ça, c'est du noyer issu de semis. D'accord. Pourquoi? Parce que ça donne au bout de combien de temps? Alors pourquoi? Alors on a du greffé, on a un petit peu de greffé en racine nue à l'automne, un peu plus tard en saison. Ça c'est du semis. C'est très intéressant pour les gens qui veulent pas trop entretenir, parce que issu de semis, il s'ancre très très bien dans le sol. Hein, c'est le cas de pas mal de plantes, type les aziminies, etc. également. L'inconvénient, c'est toujours un peu le même, c'est qu'issu de semis, il faut la compter entre 12 et 15 ans. Ouf. Ouais, j'ai entendu ouf derrière. Bon. Ouais, une bonne quinzaine d'années pour la mise à fruit. Se greffer, notamment sur le noyer noir, on peut avoir les premières noix au bout de 6-7 ans greffées. C'est quand même assez intéressant. Donc ça accélère bien la mise à fruit, même un petit peu plus tôt. Bon, ouais, c'est à partir de 5 ans. Et greffer sur le noyer commun, il faut compter à peu près entre 8 et 10 ans pour avoir les premiers fruits, dans la majorité des cas. Voilà. Après, issu de semis, le côté vraiment... Je reviens un peu aux variétés, au noyer issu de semis. Hein, donc vous semez une coque à l'automne, exactement comme j'ai dit pour l'amande, hein, ça démarre au printemps. Ça fait des arbres qui sont vigoureux. Les gens qui ont pas mal de place dans leur jardin, ils peuvent très bien mettre 1 ou 2 ou 3 noyers. Le noyer, ça va très bien fonctionner. Reprends-moi si je dis une bêtise, on m'a dit que le noyer c'était un arbre qui aimait bien dominer les autres et qui naturellement essaiera d'aller le plus haut sur ceux qui l'entourent pour justement aller capter un maximum de lumière. Ça capte la lumière, ça fait un gros arbre et puis aussi avec une ombre portée très très importante. D'ailleurs, il y avait des superstitions à l'époque qui disaient que quand quelqu'un faisait la sieste sous ce noyer, il pouvait mourir. Voilà. Alors il y a peut-être l'histoire de la juglone, mais je pense plutôt que ça fait une ombre et une humidité, enfin, une ombre portée très très dense, très important, et en plein été, si le gars il s'était fait 2 litres de rouge ah oui, d'accord, qui dormait au moment des moissons, il pouvait choper un rhume, et donc voilà, on a dit ça du noyer. Également, bon, ça c'est le côté peut-être un peu négatif. Je t'arrête juste avant que tu repartes, tu as dit juglone. Tu peux nous raconter ce que c'est, s'il te plaît? Pas grand-chose. C'est... Cécile. Déjà le nom latin. Vas-y, Cécile, vas-y, je me colle parce que tu n'as pas de micro. Vas-y. Voilà. Désolé pour le gros plan. Déjà, le nom latin du noyer, c'est juglans. Ouais. C'est le gland de Jupiter. Voilà. Ah. Alors on dit le gland. Voilà, alors allez, ça y est. Allez, c'est reparti. Non, mais après la juglone. Alors attends, elle a des fiches. Ah non, mais elle a des fiches. Alors c'est assez rigolo. Je me suis dit quand il va filmer, Brian, elle lui a raconté le gland de Jupiter, je me foutrai à rire. Mais alors on dit le gland de Jupiter aussi parce qu'à l'époque, les êtres humains, dans l'Antiquité, consommaient pas mal de glands. Okay. Voilà, hein, pas mal de glands doux. De chêne et tout. Ouais. Et donc les noix étaient réservées un peu aux dieux, etc. Donc le noyer, on l'appelait le gland de Jupiter. Ok. Voilà. Jupiter, juglans.
le nom latin du noyer. Voilà. Et la juglane dont tu parlais tout à l'heure, c'est ce que contient, c'est une substance que contient le noyer. D'accord. Et ça évapore du feuillage, il y en a partout dans l'arbre, dans les racines, et des fois la juglone, Juglone. on dit que sous un noyer rien ne pousse. Ah, ça, je l'avais entendu. Ouais. Oui. Bon, nous on l'a testé, on a testé plein de trucs, Ouais, franchement bon, c'est pour pas l'instant, probant non rien n'est dérangé, mais voilà, a priori peut y avoir à cause de la juglone D'accord. quelques plantes qui sont dérangées. Ok, bah, Voilà. je t'avais coupé, mais je Non, voulais non, savoir pas du tout. par rapport Voilà. à ça. Mais Voilà. Merci Cécile. Voilà, donc la greffe, allez, on va parler de la greffe, c'est là où je suis un petit peu plus à l'aise, et puis j'aime bien, je suis un excité de la greffe, moi j'aime bien essayer plein de trucs. Donc là maintenant qu'on s'est réinstallé, qu'on a un petit peu plus de temps, là j'ai fait pas mal d'essais cet été notamment. Donc tout ça pour dire aussi que le noyer peut se greffer sur Juglane regia, le noyer commun, ou sur noyer noir d'Amérique comme j'expliquais, et ça fonctionne assez bien en sheep budding au mois de juin. Sheep budding. Alors, sheep budding, je vais te montrer, je vais t'en faire un petit, tu le filmeras. Et à la limite, Ok. pendant que je suis en train de parler là, Et les images et le sheep budding. voilà, je te montrerai le sheep budding, on va en faire un vite fait. C'est un petit peu tard, hein, puisque c'est plutôt au mois de juin. On peut tenter au mois d'août, mais c'est plutôt au mois de juin que ça se fait. Et sinon, on peut le greffer en tête. En général, le noyer se greffe en tête. Ça peut se faire en fente ou en anglaise au mois de mars. D'accord, donc pas, Voilà. pas trop compliqué comme genre de... Si, c'est pas une greffe facile hein, quand même. Ouais, Pour quelle raison Ah, il y a- les taux de reprise sont pas forcément très bons. Voilà. Et en sheep budding, en juin, ça marche plutôt bien. J'ai fait vraiment les tout premiers essais, ça marche bien. Voilà. Donc là, je vais en faire un, on est au mois de septembre. Mais ça, ce que je vais faire au mois de septembre, ce que tu vas filmer, c'est plutôt à réaliser au mois de juin. On peut le faire encore au mois d'août. Ok. Donc on sera à œil poussant. Hein. Au mois de, on va dire qu'on est à œil poussant. Donc c'est comme toutes les greffes qui se font au mois de juin, c'est à œil poussant. Et après, à partir du 15 août et septembre, c'est à œil dormant. C'est-à-dire que le végétal ou la greffe prend au bout de 15 jours, 3 semaines, avec le pétiole qui tombe, et ne redémarre qu'au printemps suivant. C'est un rapport avec la lune ou pas? Il y en a qui disent qu'il Non. faut greffer quand la sève Ça- monte, enfin, la lune Ça y monte. fait quand même. Moi, j'en tiens pas trop compte, mais oui, je pense que les résultats sont un petit peu meilleurs. Ça bouge un petit peu avec la lune, en effet. En effet. Non, mais là, ça correspond à la montée de sève ou la descente de sève. J'en ai sur la montée de sève, donc ça colle, entre parenthèses. Hein. Le collage se fait assez rapidement et le démarrage du végétal se fait vite. Et si on le fait au 15 août, on est en chute de sève. Donc là, le collage, entre parenthèses, hein, la greffe se fait, elle prend ou elle prend pas, avec le pétiole qui tombe quand ça prend. Et l'œil ne redémarre qu'au mois de mars, en général, de l'année d'après. Donc œil poussant, œil dormant. J'aime bien ce genre d'infos. Est-ce qu'il y a des bonnes ou mauvaises noix? Est-ce que tu peux Oui, nous en parler? alors il y a des noix qui sont plutôt destinées à l'huile et des noix qui sont plutôt destinées à manger en frais. Tu as des exemples? Ouais, quand même. Ben, la noix mythique, c'est la franquette. La noix franquette, la noix du Périgord, c'est vraiment... d'ailleurs, ils ont depuis une vingtaine d'années créé un AOP avec cette noix, qui est originaire du Dauphiné d'ailleurs. Hein. Alors, il y a beaucoup de noix. Elle est originaire du Dauphiné, elle a été ramenée en Dordogne. Donc, noix franquette, c'est vraiment très intéressant. C'est une coque... Intéressant pourquoi? Excuse-moi, à Ben, manger ou à... Elle produit beaucoup, elle alterne peu, c'est une coque bien pleine. Voilà. Elle est pollinisée par d'autres variétés, donc j'ai pas le nom. Attention, pour la pollinisation, c'est bien de prendre une autre variété, qui est aussi une variété de Dordogne qui est très bien, qui sert de pollinisateur pour franquette. Voilà. Après, il y a la noix Marbeau. Marbeau, elle est cultivée un peu plus en zone froide, sur le côté Brive-Limoges. Voilà. Et sur Brive, elle intègre l'AOP noix du Périgord. Mais elle représente à peu près 10% de la production de noix. Et elle sert à quoi ces noix? Pense à bien nous dire Alors si ça, c'est pour huile ou... Ça, c'est plutôt pour l'huile. On peut la manger comme ça, mais c'est pour l'huile. Et après, une variété qui est très bonne, on va dire de bouche, comme ça, c'est la variété de Lara. Voilà, la variété Lara, c'est une pépinière Lalane. Toi, je retiens. Hein. Le chanteur en toi... Ouais. Pépinière Lalane qui est dans le Bordelais, qui a fait cette hybridation. Alors c'est une grosse noix qui n'est pas complètement pleine, elle est peut-être un peu moins fine au niveau du goût que franquette, mais elle se casse bien. C'est une noix de bouche qu'on utilise comme ça avec un beau calibre. Voilà. Wow, merci pour... ça, Est-ce que tu peux me dire, Cécile, le pollinisateur de franquette? Ronde de Montignac. Voilà, c'est ronde de... Mélanaise. Voilà, ronde de Montignac, c'est une variété, une bonne pollinisatrice. Génial. Alors, Voilà. rusticité, je t'ai pas demandé. Alors, au niveau du sol, c'est un peu tout type de sol. Ça n'aime pas trop les sols trop caillouteux. On peut les mettre dans les terrains un peu calcaires. Ils le supportent assez bien. Attention, le noyer noir. Je reviens sur le noyer noir. Lui, il va demander un sol un petit peu plus riche et peu calcaire.
Voilà. Alors que le Juglans Regia, donc le noyer commun, il va plus encaisser des sols un petit peu plus difficiles, un peu moins riches et un peu plus calcaires. Donc c'est un terrain pauvre. Il est là le noyer noir, excuse-moi. Ouais, Vas-y, voilà, continue. ouais. Il faut que tu en parles un peu, hein, son bois, son fruit. Alors c'est un très très bel arbre de parc, hein, le noyer noir. On peut le planter, ça c'est aussi issu de semis. Hein, je vais greffer un peu dessus, mais on le vend aussi directement. C'est un très très bel arbre de parc avec une noix qui est de bonne qualité, hein, mais elle est dure comme du bois. Il faut la casser avec un marteau. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Ah ouais. Et elle est difficile à décortiquer. Après, elle a un super goût, mais vraiment à consommer, c'est vraiment assez difficile. Donc on l'utilise plutôt pour le côté ornemental. Ça fait et le bois. Et ça fait un super bois d'œuvre. Il monte à combien de mètres? Alors le noyer noir peut monter entre 15 et 20 mètres. Et le noyer commun, il est un petit peu plus large, un peu plus bas, mais c'est quand même 10-12 mètres. Quoi. Okay, voilà. Ah oui. Oui, alors c'est monoïque. Tu vas chercher là, mais bah, c'est bien. C'est monoïque, donc c'est un petit peu comme tu as parlé du pacanier, hein, d'ailleurs c'est la même famille, hein, si je dis pas de conneries, hein, c'est vraiment, ça se manie pareil. Vous avez les chatons mâles qui sont verts au mois d'avril, qui se forment sur du bois de l'année d'avant, sur du bois de 1 an, alors que la fleur femelle, comme sur le pacanier, toute petite fleur en trois petites parties minuscules qui se forment, elles, sur le bois de l'année, sur les extrémités des branches. Okay. Voilà, comme le pacanier. Génial. C'est le même système. Donc Cécile explique mieux. Les chatons sont sur le noyer normal ou le noyer noir. Les chatons ne sont pas groupés par 3 comme le pacanier. Ok. Voilà. Il y a plusieurs chatons, mais ils partent de pédoncules différents. Ok. Sur le pacanier, il y a un pédoncule qui se divise en 3. On a 3 chatons. Voilà, après c'est comme l'amandie, on n'a pas du tout parlé de la santé, mais c'est riche en phosphore, c'est énormément riche en magnésium. Après, il y a l'histoire de la théorie des signatures. Ça te parle, ça, la théorie des signatures? La théorie des signatures, c'est-à-dire la noix, elle ressemble à un cerveau humain. Ah oui. Ouais. Alors bon, c'est très bien c'est très bien pour. Enfin, moi, j'en ai qu'un. j'ai la moitié d'une noix dans la tête. Et donc c'est très bon, notamment l'huile de noix et même les noix comme ça pour tout ce qui est problème cardiovasculaire. C'est vraiment intéressant. Et aussi justement pour irriguer le cerveau. Voilà, là je ne suis pas assez bon en médecine pour te dire, mais c'est très bien pour tout ce qui est circulation du cerveau. Tous les fruits à coque, c'est très bon pour la santé. Attention, c'est souvent des fruits un petit peu gras malgré tout. Ouais. C'est des bons gras, mais bon, si tu en manges trop, attention, tu as tendance à prendre un petit peu de poids. Mais vraiment, c'est vraiment des très bons fruits santé. Très bons fruits santé. Donc vraiment, voilà, ça aussi c'est intéressant pour un particulier qui va être en autonomie. Et pour les gens qui sont véganes, c'est très intéressant parce que c'est aussi riche que de la viande pratiquement en protéines. C'est très riche en protéines. Ouais. Que ce soit le noyer, que ce soit l'amande, hein, c'est blindé de protéines. Donc ça aussi, ça peut remplacer éventuellement les carences en viande, en protéines éventuellement. Excellent. Tout le fruit à coque. Tout le fruit à coque. Voilà, là on n'a pas parlé, on ne parlera pas aujourd'hui du noisetier, mais ce sera pour un prochain volet parce qu'il y a tellement à dire sur les fruits à coque que voilà, il y en aurait pour 3 heures. Voilà. J'ai appris qu'il y a des gens qui séchaient les feuilles de noisetier pour les fumer et que ça apaise. Ça apaise pas comme certaines plantes qui font voyager, mais c'est quelque chose qui apparemment se rouler une cigarette de feuilles séchées de noisetier est quelque chose d'apaisant. Ouais. Ah non, mais il y a plein. Je vais essayer. Il y a plein qui va essayer. En parlant de feuilles séchées, bien sûr, il y a le vin de noix qui est vraiment très intéressant. Hein. Donc, on utilise la noix entière avec le brou de noix. Hein. Donc, le brou de noix, le péricarpe, l'endocarpe. On peut dire amande d'ailleurs. Et donc, on fait un super vin de noix. C'est vraiment intéressant. Donc, avec le brou de noix, la noix entière écrasée verte, hein, quand c'est vert, avec tout le fruit en entier. Et puis aussi les feuilles qu'on laisse macérer dans du vin rouge pendant 40 jours, je crois. Hein. Et après, on rajoute le sucre. Bon, vous trouvez les recettes sur Internet assez facilement. Mais ça fait un vin qui est assez sympa, quoi. Ouais, voilà. Il est très bon. Voilà, c'est très bon. Tiens, puisqu'on parle aussi des feuilles, tu vois, au fur et à mesure, les idées reviennent sur les... Désolé si je suis confus pour les gens qui écoutent. Hein. Sur les amandiers aussi, on est la feuille macérée, c'est un très bon vermifuge. Excellent. Voilà. Très bon. On rappelle aux gens maintenant que vous êtes dans le Tarn, vous êtes à l'Escure d'Albigeois, on fait un peu de pub quand même, c'est grâce à vous que la chaîne a eu autant de
d'informations pratiques sur le végétal. Vous faites partie des pépiniéristes que je suis allé voir le plus de fois. Ça, je sais pas, mais, Non, en tout cas, on s'en plaint pas. Je crois qu'à vous deux, vous êtes à plus de 500 000 vues déjà. Vous étiez déjà à 500 000 en juin, donc tant mieux. Ça en plaît. espérant que ça ait amené de l'info aux gens. Comme je dis, ça, nous on essaie de donner le maximum d'infos. En échange de quoi, ça fait un petit peu de pub pour la pépinière. Hein, voilà, c'est ça. Il y a pas de, c'est clair, les choses. Bon, puis on aime bien ça. Voilà, on aime bien ça aussi. Hein. On aime bien notre boulot. Hein. Je pense que ça se voit, ça transparaît. Hein. Et après, on vit de ce métier-là. Donc, quand les gens viennent et nous prennent des plantes, on les renseigne bien sûr au maximum. On essaie de faire un bel accueil. C'est aussi pour ça, je réitère le fait qu'on a arrêté la vente en ligne. Et je ne vais pas dire on s'en excuse, mais ça a été un choix pour vraiment pouvoir produire, pouvoir faire des essais de greffage, pouvoir essayer sur les asiles miniers. J'essaye en coupant du tronçon de diamètre 100, de PVC, d'évacuation de sang, de 10 justement pour voir un peu, pour faire des pivots, voilà tout ça. Mais tout ça demande du temps. Je pourrais le filmer si tu as 2 secondes, si tu as envie tout à l'heure. Ouais. Tout ça, ça demande du temps. Et pour dégager du temps, il fallait arrêter certains trucs. Donc ce qui nous plaisait, c'était de recevoir les gens à la pépinière. C'est ce qu'on aime. Essayer de faire un beau lieu parce qu'on y passe notre vie. On aime ça. Et passer du temps, s'il le faut, à renseigner les gens, passer du temps parce que finalement, notre plaisir, c'est souvent, ça doit arriver aussi, c'est les rencontres avec les gens. Quoi. Pas du tout, moi je rencontre personne, Voilà. tu sais, je fais tout en ligne. Donc. Ouais. Moi, j'ai une dernière question, je vais prêcher pour ma... pas laissé parler. Pour ma part. Ouais, mais elle n'a pas le micro, mais juste collez-vous un chouïa, comme ça on t'entendra bien. Cécile, Ah oui. J'ai une petite question. Attention, donc je prêche pour ma paroisse. Est-ce que vous avez vu dans les questions et dans les personnes qui viennent vous acheter des végétaux, des personnes qui s'installent pour vivre de manière autonome? Est-ce que vous De plus en plus. Oui, beaucoup. De plus en plus. vous le constatez? Ah oui. Ah oui, vraiment, c'est vraiment. bon, Depuis combien de temps à peu près? 3 ans, je vais envie de dire. Je dis 3 ans. Je dis 3 ans aussi parce que c'est vrai qu'il y a un mouvement qui s'enclenche. Avec le Covid, finalement, ça a donné un petit peu un coup de massue. Et puis finalement, c'était une bonne chose de ce côté-là. Hein. Les gens ont pris conscience de la vulnérabilité. Voilà. On est super vulnérable au niveau alimentaire. L'industrie agroalimentaire a les pleins pouvoirs, même encore aujourd'hui. C'est un truc de fou. Les grandes surfaces sont ouvertes, les gens sont cul dans le cul, alors qu'on ne peut pas aller boire un café sur une terrasse pour les gens qui ne sont pas vaccinés, etc. On marche. Non mais c'est pas du militantisme. Voilà. Oui. Donc l'agroalimentaire, il y a un gros youtubeur qui vient de décrocher sa chaîne là parce qu'il s'est fait casser et qui est très connu en France et qui dénonce un peu et qui dit le terrain, soyons en forme, soyons en santé. Notre terrain, pas le terrain. Oui, quand je dis le terrain, bien sûr, le terrain, soyons en forme, et si on mangeait le plus bio possible, le plus qualitatif possible, et peut-être que les histoires de virus, de machin, ils nous passeront, ou si on l'a, on sera beaucoup plus apte à résister. Voilà, et ça, bien sûr, c'est complètement occulté. On dit vaccinez-vous, le système immunitaire, c'est le terrain. Quoi. Mais je comprends que de votre part, puisque vous, les végétaux, vous devez vous nourrir quand même pas mal des végétaux. Ben oui, pas mal, et on essaie d'aller de plus en plus vers là. Là, on a déménagé de Montauban, le premier truc qu'on a fait, donc 1er janvier, on a planté chacun un fruitier avec Cécile, et on a planté 150 fruitiers, et puis ça va continuer. Voilà, pour être assez autonome, manger nos bonnes choses, puis avoir le plaisir de manger une pêche, le plaisir de ramasser ses noisettes, etc. Je laisse un peu parler, je te tchatche beaucoup. Non, mais bon, voilà, t'es lancé. Ta vision, c'est parce que alors je suis peut-être lancé parce que j'étais un peu frustré parce qu'il fallait que je décline un peu le truc et je suis pas trop habitué à ça sur les amandiers et les noyers, donc du coup... Après, je le dis encore parce que souvent je gère du service après-vente sur ce qui est dit sur la chaîne parce que je l'ai laissé. Je comprends ta vision, je la rejoins sur pas mal de choses, pas sur tout, mais sur pas mal de choses. Mais c'est ça, hein, c'est le côté discuter, c'est comme ça que les choses avancent. Hein. Et c'est pour ça que je le laisserai évidemment. On n'est pas d'accord forcément. Oui. Non, justement, moi je parle tout le temps, vous le savez. Mais j'aime bien voir l'avis des gens et surtout, donc là la question, est-ce que vous arrivez un peu à avoir le profil type des personnes qui viennent vous voir? Souvent, j'ai remarqué, les gens viennent vous voir en couple. Alors peut-être que vous allez me reprendre si je me trompe, mais viennent vous voir en couple parce qu'il n'y a peut-être pas les mêmes envies et besoins déjà sur les personnes qui viennent. Et avec des enfants souvent. Ouais. Aussi. En couple avec bien sûr, des enfants. beaucoup. Tant mieux. Beaucoup.
C'est vrai qu'il y en a pas mal de, j'ai envie de dire plutôt jeunes. Qu'est-ce que je dis? Enfin, quand je dis jeunes, Attends, là on va se faire des amis, on est jeunes. À quel âge? Non, c'est voilà, la trentaine, il y en a beaucoup, quoi. Voilà, beaucoup. Et après, on voit aussi, des fois aussi, des parents avec enfants adultes. Et ça leur fait voilà, un point de rencontre sur l'autonomie alimentaire, le potager, la culture. Hein, il y a ça, et puis je pense le retour du goût. Du goût de la santé. La santé, c'est ce qui prédomine. Et la santé, mais c'est normal que ça prédomine. Là, les gens, on dit fumer-tu, mais bientôt il faudrait manger tu. Ah bah évidemment. Tu vois un peu la merde, parce qu'il n'y a pas d'autre mot qu'on nous fait manger dans les... Allez, je ne vais pas citer de nom de... Non, j'aimerais bien. On arrivait aussi, il y a pas mal de gens qui se sont rendus compte qu'on arrivait à une espèce de paroxysme. On va dans une espèce de mur, et les gens se rendent compte et ne sont pas heureux. On ne peut pas être heureux. On ne peut pas être heureux, c'est pas possible. Donc il faut bien essayer de trouver des échappatoires, quoi. Puisque tu dis aussi être heureux, c'est vrai qu'il y a le retour à l'autonomie, savoir ce qu'on mange, le goût, la santé, tout ça, mais aussi revenir à des valeurs essentielles. Mettre les mains dans la terre, faire pousser ce qu'on mange. Voilà. Ça, récolter ce qu'on sème, récolter ce qu'on sème dans tout le sens du terme. Il y en a plein qui reviennent à ça parce qu'ils se sont perdus. Oui. Et oui, il y en a qui cherchent le Coca-Cola, comment ça pousse, l'Orangina, le Fanta, comment ça pousse. C'est effrayant. Bon, là, je me suis permis des marques, mais bon, c'est effrayant. Mais je suis content d'avoir ce retour. Et dernière question, comment ça a été perçu votre projet, parce que vous êtes là depuis peu de temps, dans le coin déjà, c'est peut-être l'occasion de remercier la mairie de l'Escure d'Albigeois qui nous ont vraiment épaulés. Et Terre Citoyenne Albigeoise, bien sûr, avec qui on loue le terrain, bien sûr. Mais bon, presque je les mets ensemble parce que c'est une espèce de... Terre Citoyenne est vraiment aidée par la mairie. Nous, on a été aussi vraiment épaulés par la mairie de l'Escure. Donc c'est vraiment, on est super contents. On les remercie d'ailleurs de ça. S'il y a quelques personnes de l'Escure qui écoutent, vraiment, on est très très contents de l'accueil. Non, mais il y a des maires qui regardent la chaîne. Et souvent, je me permets aussi de poser cette question parce que beaucoup de maires se disent mais c'est quoi ces mouvements-là qui se mettent en place? Donc n'hésite pas, vas-y, de continuer à... c'est une réalité. Après, bon, mais, on avait... La chance, on va dire, la pépinière était quand même relativement connue. Donc, au niveau de la clientèle, ça n'a vraiment pas posé de problème. Les gens ont suivi. La clientèle qu'on avait à la Sens-Gonflé les chevilles, un peu au niveau national. Hein. Donc ça, qu'ils aillent à Montauban ou à Albi, ça ne changeait pas grand-chose. On ne savait pas trop sur le local comment ça allait réagir. Ça s'est vraiment très très bien passé parce qu'ici, il y a vraiment une culture maraîchère déjà. L'oignon de l'Escure était connu sur la France entière. Moi, quand je suis arrivé à l'Escure, tout un patrimoine maraîcher. Un gros patrimoine maraîcher. Donc oui, on a été accueillis par la municipalité, Terre Citoyenne, tout ça. Mais aussi, on a été récompensé par tous les clients de proximité qu'on n'avait pas forcément à Montauban, pas autant qu'ici. Et on ressent vraiment un engouement de la part de cette clientèle pour les fruitiers, et d'ailleurs, quand on circule un peu, là, on voit que tous les jardins, c'est pas une baraque avec plein de graviers et un olivier ou un palmier pour caricaturer, merci. Je le cherche aussi. mais bon, on voit que les jardins sont cultivés, il y a du fruitier, tout le monde fait son potager ou quasiment. Et donc voilà, ça c'est le côté intéressant, c'est récupérer des vieilles espèces. Donc il y a des gens aussi qui sont attachés à ce patrimoine, finalement, j'avais presque dit humain. Tu vois, ce patrimoine, tu vois, c'est quand même l'arbre, c'est important. Il y a aussi la médiathèque de l'Escure. C'est un réseau de 3 médiathèques, Saint-Juéry, l'Escure et la grosse médiathèque d'Albi, qui sont un réseau. Et la médiathèque de l'Escure d'Albigeois, c'est elle qui a le pôle sur tout ce qui a trait à la nature, au jardinage, aux arbres, aux plantes, voilà. Donc le pôle bouquin sur vraiment le jardin, la nature, c'est à l'Escure d'Albigeois. Donc là aussi, on sent qu'il y a cette ressource-là qui est là. Oh, des bonnes nouvelles en ce moment, ça fait du bien d'entendre des choses comme ça. Voilà, puis bon, les bonnes nouvelles aussi, c'est qu'on a pratiquement fini de s'installer, on s'est défoncé pour ouvrir en 4 mois en fait. Hein. On a le premier coup de pelle, comme je te disais, c'était 1er janvier, ouverture 3 avril. On était physiquement complètement HS. Oui, mais vous l'avez fait. Et là, j'envoie encore un message. J'ai des personnes qui me disent moi, j'ai 45 ans, je suis épuisé.
je tiens à dire que même après 55, 5 ouais. voilà, je voulais pas le dire, mais voilà. Plus, hein. Même après 50 piges, on peut se relancer dans des projets et ça marche. Je veux dire, même si vous êtes sur les rotules, bravo. On Bon, là, l'était, ça bon, va on faire s'est beaucoup recaqué. Voilà. beaucoup de bandes. Ouais. Mais je tiens juste, Ouais. déjà, pour les 4 ans de l'archipel, à vous féliciter. Ben non, c'est nous, c'est nous. à vous Ben, on va remercier. fêter ça, Brian. Ah, bah, Restez tiens, manger avec nous. au brou de noix. Merci beaucoup. Et puis ici, pour les 4 ans d'archipel, on va te faire un beau cadeau. On va t'offrir un pied mâle, un pied femelle. Enfin, un pied, non, C'est voilà, vrai. j'ai une connerie. Attention. Un groupe A, un groupe B. C'est vrai, De Des excellent. deux Pacaniers.